Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne et de vous embarquer avec moi pour une immersion dans le monde de la photographie. Comme je ne connais pas de meilleure approche que celle qui consiste à commencer par le début, je vous ai préparé une évocation chronologique de ces scientifiques, inventeurs, expérimentateurs de génie, qui par leurs observations et travaux ont contribué à l'avènement et à l'évolution technique de la photographie. Allez, c'est le moment de se retrousser les manches, les bas de pantalon et de plonger la tête la première dans le grand bain argentique de l'histoire. Depuis l'aube de l'humanité, nos ancêtres ont tenté de rendre compte de la réalité. Le plus ancien procédé connu pour projeter l'image d'une scène est celui de la camera obscura ou chambre obscure. Aristote y fait allusion au IVe siècle avant Jésus-Christ. Comme pour beaucoup de principes, il est clairement décrit en 1514 par Léonard de Vinci. En laissant les images des objets éclairés pénétrer par un petit trou dans une chambre très obscure, tu intercepteras alors ces images sur une feuille blanche placée dans cette chambre et tu verras tous les objets susdits sur cette feuille avec leur vraie forme et couleur, mais ils seront plus petits et inversés. À partir de la Renaissance, le recours à ce principe se répand assez largement chez les peintres. Ils élaborent et utilisent des dispositifs de plus en plus réduits en taille, améliorés grâce à l'adjonction de lentilles, de dépolis et de miroirs. Le but est de projeter une image, d'en suivre avec un crayon ou un pinceau les formes, et donc de reproduire le plus fidèlement possible la réalité, de respecter les échelles des sujets ainsi que les perspectives. Voyons quel est le principe d'une chambre obscure. On dispose d'une pièce ou d'un objet hermétiquement clos afin d'y obtenir l'obscurité la plus parfaite. On perce l'une des faces d'un petit trou que l'on appelle sténopée. Les paysages et les objets suffisamment éclairés se trouvent projetés à l'intérieur sur la face opposée. Cette image est inversée sur les deux axes. On observe que plus le diamètre de l'orifice est petit, plus l'image projetée est définie et perd par voie de conséquence en luminosité. En 1558, un physicien italien découvre qu'en plaçant une lentille convexe dans le trou, on améliore significativement l'image, tant en netteté qu'en luminosité. Les fondamentaux de l'appareil photographique sont posés. Voici un appareil à plaque. Ce n'est pas le plus ancien, pas le plus beau ni le plus précieux, mais l'un des plus rudimentaires. Sa simplicité permet de bien comprendre le principe de la chambre obscure. Cette boîte parallélépipédique en bois gainé comporte deux faces amovibles. Sur la face avant est fixé en partie frontale un objectif. La face arrière coulissante retient un verre dépoli. Lorsque l'on porte l'appareil à hauteur du regard, on constate que la lumière parvient bien jusqu'au dépoli sur lequel se forme une image inversée. À ce stade, si je disposais d'une surface photosensible, je l'insérerais à la place du dépoli et après 1000 précautions et quelques interventions sur les mécanismes, je pourrais prendre une photo. Projeter une image de la réalité sur une surface est une chose relativement simple. La capturer puis la fixer durablement sur un support constitue des défis autrement plus complexes. En 1725, un physicien allemand, Johann Heinrich Schulze, expose à sa fenêtre un flacon contenant un mélange de craie et de nitrate d'argent. Un pochoir dans lequel sont découpées des formes recouvre ce flacon. Après une longue exposition aux rayons du soleil, il découvre que les formes atteintes par la lumière s'obscurcissent et apparaissent distinctement dans la craie blanche. C'est à partir de cette observation et grâce à l'emploi du nitrate d'argent que la plupart des procédés photographiques vont se développer. Entre 1800 et 1802, le Britannique Thomas Wedgwood, issu d'une famille de célèbres céramistes, lui-même artiste et esprit scientifique, expérimente cette propriété du nitrate d'argent
afin de reproduire des motifs. Il pose sur du papier ou du cuir blanc imprégné de ce composé des feuilles d'arbres et autres objets. Les parties exposées aux rayons solaires s'obscurcissent, il obtient des impressions inversées qu'il conserve dans une chambre noire. Hélas, il ne trouve pas le moyen de les stabiliser, le noircissement se propageant à l'ensemble du papier sous l'effet de la lumière du jour. Au début du XIXe siècle, âge d'or de la chimie, un certain nombre de figures marquantes vont s'illustrer par leurs travaux. Parmi eux, l'inventeur pluridisciplinaire Joseph Nicéphore Niepce, né en 1765 à Chalon-sur-Saône, est considéré comme le pionnier de la photographie. Il produit en 1816 des impressions inversées sur papier enduit de nitrate d'argent, sans parvenir, comme ses prédécesseurs, à stopper le processus de noircissement. Ces expérimentations dans le domaine de la reproduction de gravures, menées en parallèle, l'amènent à remplacer le papier par une plaque d'étain, enduite cette fois d'un vernis au bitume de Judée. C'est en 1827, probablement en juillet, qu'il parvient, grâce à sa chambre obscure et à ce procédé de sensibilisation, à immortaliser la scène que lui offre la fenêtre de son atelier. Exposée plusieurs jours, la plaque métallique, une fois lavée à l'essence de lavande, conserve une vague image du paysage. Il l'intitule « Point de vue du Gras ». Le Gras, il faut le préciser, étant le nom de sa propriété située à Saint-Lô-de-Varennes. Cette image fixée est considérée par les historiens comme la toute première photographie. Elle est baptisée héliographie par son créateur. Cette plaque d'étain de 20 cm par 16, après avoir disparu, est retrouvée en 1952. Elle est aujourd'hui exposée au musée d'Austin au Texas, où elle fait l'objet d'exceptionnelles mesures de préservation. À partir de 1829, Niepce formalise une association avec un décorateur de théâtre, Louis-Jacques Mandé-Daguerre, lui-même utilisateur de la chambre obscure, et connu à l'époque pour ses spectaculaires toiles peintes, les dioramas. Ces dioramas sont des toiles monumentales translucides, peintes sur les deux faces, dont l'aspect change en fonction de jeux de lumière. À partir de 1833, date de la mort de Niepce, Daguerre améliore significativement le procédé de son défunt partenaire. Ainsi, dès 1837, celui-ci s'appuie sur la formation d'une couche d'iodure d'argent photosensible au moyen de vapeur d'iode sur une plaque de cuivre poli. Après 20 minutes d'exposition, la plaque, à l'issue d'un processus complexe de développement, livre une image positive stable, extrêmement détaillée et riche en valeur de gris. En août 1839, le daguerréotype fait l'objet d'une présentation à l'Académie des sciences de Paris par le député et scientifique François Arago. En échange d'une pension à son inventeur, le procédé est offert au monde entier, sauf à l'Angleterre. À cette époque, la concurrence scientifique et industrielle entre les deux nations fait rage. Daguerre, possédant flair et sens des affaires, conçoit un ensemble d'éléments comprenant un kit de développement, une méthode et une chambre obscure portant son nom. On considère qu'il s'agit du premier appareil photographique commercialisé. De nombreuses fabrications s'en inspireront. Le procédé connaît pendant une dizaine d'années un énorme succès tant en Europe qu'aux États-Unis. Fleurissent pendant cette période d'innombrables studios et vocations de photographes afin de satisfaire les besoins d'une population plutôt bourgeoise avide de portraits. Le daguerréotype va connaître toutefois un rapide déclin en raison de ses contraintes, un temps de pose assez long, la complexité du processus chimique, une conservation aléatoire et surtout la non-reproductibilité. Je referme précautionneusement ce premier chapitre en vous indiquant que le prochain continuera l'évocation de la glorieuse épopée technologique de la photographie. Je vous rappelle, pour suivre ma démarche, pour satisfaire votre insatiable curiosité sur notre passion commune, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Allez, prenez bien soin de vous et j'espère à très bientôt, ici, en pleine forme.